la politique, vous êtes au bon endroit. C'est là que ça se passe. Vous savez, les enfants de la politique, c'est le premier talk show politique pour et par les jeunes, avec Radio Réel, premier média jeune de France, et également le Huffington Post, notre partenaire cette année, le Pure Player. Vous allez pouvoir revoir l'intégralité de l'émission sur le Huffington Post également. Alors, nous recevons régulièrement les principaux candidats à la présidentielle 2017 cette année et cette émission ne fait pas exception. Vous savez qu'il n'y a pas de belle campagne sans Jardin. Évidemment, nous recevons aujourd'hui Alexandre Jardin, l'écrivain à succès qui s'est déclaré candidat récemment. Nous allons dialoguer avec lui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des enfants de la politique. Vous avez vu ? Pour une fois, nous redescendons un petit peu la moyenne d'âge des plateaux télé. Ça fait du bien, accordons-le. Bon, c'est pas nous qui forcément baissons la moyenne, mais enfin, en tout cas, ici, les jeunes sont bien représentés. Le principe de cette émission, c'est que vous avez en face de vous 3 jeunes citoyens qui viennent d'un petit peu partout en France et qui vont vous poser des questions pendant 1 heure. Et aussi, nous sommes à l'américaine ici, alors il va y avoir des chroniques. Et on va commencer tout de suite d'ailleurs par la première. C'est Jim qui va dresser votre portrait. Une des étoiles montantes de l'humour. Je vous demande de l'accueillir, mesdames, messieurs, Jim. Bonjour à tous. Salut Jim. Attention, ça va saigner un petit peu. Alors, avant de commencer, j'aimerais pousser un petit coup de gueule. Boris, c'est censé être une émission politique et tu n'invites que des gens honnêtes. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux pas travailler dans ces conditions-là, je vais pas tirer sur l'ambulance. Non, je vais partir. Ah non, mais il y a 2 semaines, Yannick Jadot, cette semaine, Alexandre Jardin, la semaine prochaine, c'est qui? Jean Lassalle? Non, franchement, c'est chiant, quoi. Je veux dire, en plus... La salle qui n'est pas forcément propre. Non, je plaisante, c'est encore une blague. Encore un petit jeu de mots. Non, mais en plus, c'est chiant parce qu'ils se feront jamais élire, quoi. On perd du temps. Je suis désolé, monsieur Jardin, mais vous ne voulez pas passer des accords secrets avec des laboratoires pharmaceutiques. Vous ne voulez pas faire financer votre campagne par des dictateurs africains ou des milliardaires séniles. Vous ne fraudez même pas le fisc. Est-ce que vous voulez être président? Il va falloir s'aligner sur les autres candidats à un moment donné, quoi. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous recevons Alexandre Jardin, écrivain et cinéaste de talent. On va passer sur ça parce qu'on a 11 ans, on n'a pas le temps. Donc, pour parler à la politique, en 2015, il fonde un mouvement citoyen qui s'appelle Bleu, Blanc, Zèbre et annonce en 2016 sa candidature à l'élection présidentielle, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors pour ce qui est de ces idées, on va aller très vite également. C'est pas vraiment un programme politique qu'il nous propose, c'est plus du bon sens, une vraie définition de la démocratie. Il veut revenir à une politique de terrain. Il souhaite par exemple qu'on consulte les professionnels avant de faire des réformes. Alors, un exemple qui me paraît criant que j'ai vu dans votre campagne, je ne sais pas si vous le savez Boris, aujourd'hui un apprenti boulanger n'a pas le droit de venir sur son lieu de travail avant 6 heures du matin. C'est bien ça? Voilà. Ça a bougé après des années de lutte. Voilà. Donc ce qui faisait que... la décision est déconnectée. D'accord. Donc ce qui faisait évidemment, bon, pour expliquer aux autres, il arrivait pour manger les croissants. Il arrivait pour manger les croissants. Le pain était déjà fait. Voilà. Pour laver les fourneaux, c'est tout. Le reste, ça servait à rien. Donc ce qui se passait, c'est que apprendre, c'est dur. Après 3 ans d'apprentissage, il se retrouvait avec un diplôme de technicien de surface, ce qui n'a pas grand intérêt. Donc du coup, son programme suit toujours cette logique implacable. Il veut décentraliser le pouvoir, que le vote blanc soit comptabilisé, la traçabilité des produits de consommation et j'en passe. Bref, un programme cohérent, des idées cohérentes, une intégrité sans faille. Résultat, on n'a jamais entendu parler de lui. On va pas te demander pour qui tu vas voter. Voilà, c'est sûr. Alors du coup, on va en venir à ce qui va pas avec Alexandre Jardin. On peut le dire, vous êtes plutôt apolitique, vous définissez hors système. Et malgré ça, votre campagne de communication est assez classique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait que vous désiriez aller parler directement au peuple, dans chaque ville, chaque bistrot, chaque place publique, comme vous le dites. Mais malheureusement, si vous voulez pas juste faire une campagne de principe et vraiment être élu, il va falloir faire parler de vous d'une manière ou d'une autre. Alors du coup, je me suis permis, avec quelques experts, de retravailler un petit peu votre campagne. Donc déjà, au niveau du slogan, il y a un problème. 1 + 1 + 1 = citoyen. J'ai contacté des experts du CNRS, apparemment 1 + 1 + 1, ça fait 3. Ça fait pas citoyen. En plus, j'ai même contacté des mathématiciens alternatifs pour savoir si l'équation était possible d'une manière ou d'une autre. Non, même selon Jean-Claude Van Damme, 1 + 1 + 1, ça fait 111. Donc voilà, déjà on perd tout l'électorat scientifique sur un slogan, c'est un peu con. Pareil, à partir au niveau de votre image de campagne, c'est trop classique, c'est trop classique. À la limite, une mairie à Vaux-en-Velin, je veux bien, mais pas pour une campagne politique. Donc du coup, avec une équipe d'experts, on a redesigné l'image pour faire votre affiche de campagne, on va la voir normalement.
Voilà, donc voilà, mal, ça. beaucoup plus sympa, hein, avec déjà Alexandre Jardin secret, petit jeu de mots, hein, Boris en est fan apparemment. Pas mal. Rien qu'avec le jeu de mots, on prend tout l'électorat des fans de Laurent Ruquier. Voilà, bon, la féminité, le jardin secret, effectivement, vous qui regardez. Secret, il y a un voilà. accent de trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. C'est mignon. Voilà, mon co-auteur est analphabète. On peut pas être humoriste et bon en Voilà, orthographe. chacun son truc. Donc voilà, qui regarde vers le haut, le côté christique, un peu clitoridien, la féminité. Le 69 citoyens, voilà, avec ça on touche les vieilles, les jeunes, la ménagère de 50 ans, on y va. Parfait. Ça peut vous paraître un peu grotesque, mais j'ai envie de vous répondre. Quand on sait qu'Emmanuel Macron a pris 10 points d'opinion avec une barbe de 3 jours et pas une ligne de programme, je pense que là on passe au second tour directement. Voilà, pareil, au niveau de votre programme, il est très bien, mais ça manque d'une idée forte, vous savez, à la Trump, un mur avec des Mexicains, même Hamon, vous voyez, il faut du hashtag, quoi. Même Hamon, il a son programme de revenu universel. Donc pareil, je suis allé chercher, par contre je suis resté dans votre idéologie cette fois-ci, donc je suis allé chercher des citoyens, des professionnels de terrain qui ont envie de participer à la vie politique, excusez-moi, et proposer leurs propres idées pour vous. Voilà, donc premier citoyen, proposition. Oula. Je crains le pire. Proposition. Moi, je propose que tous les politiques, ils aillent se faire enculer. Voilà. C'est clair. Donc, je suis un peu gêné parce qu'en fait, je suis allé interroger une centaine de citoyens issus de tous milieux et classes sociales et ils m'ont proposé exactement la même chose. Les objets changeaient, il y en a qui proposaient du fil barbelé, mais l'idée restait plus ou moins la même. Il ne faut pas toujours écouter le peuple quand même. Voilà. Du coup, je suis allé chercher des citoyens un peu plus jeunes, qui n'ont pas eu une mauvaise expérience de la politique, tout ça. Bon, voilà, moins de déception. Donc, je suis allé les chercher au berceau, du coup. Donc, deuxième citoyen. Si on légalisait le cannabis. Voilà. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants de la politique. Elle est pour toi, Boris. Bon, après ça, j'ai abandonné les idées citoyennes. J'ai même abandonné cette chronique, je vous le dis franchement. Donc, j'aimerais juste partir sur un constat. Voilà, on dit souvent que le système est pourri, corrompu, les politiques sont malhonnêtes, qu'il n'y a plus d'espoir. Et en fait, ça fait 2 ou 3 fois que je m'intéresse à des candidats grâce à ça et que je retombe sur des gens corrects, avec des idées cohérentes. Et à chaque fois, à la fin, au présidentiel, vous faites 2-3%. Donc du coup, la question qui m'est venue, je me suis dit, peut-être finalement, c'est peut-être pas le système qui est pourri. Peut-être c'est nous qui sommes un peu cons aussi. À méditer, je partirai sur ça. Merci beaucoup. Jim. Alors, il parlait de Macron. Macron, vous le connaissez un petit peu quand même, Alexandre. Oui, j'ai été le voir. Ouais. Alors parce qu'il a j'ai posé même... plein de conditions. Lui, c'est la Révolution, vous, c'est Révoltons-nous, donc on sent qu'il y a peut-être une filiation entre vos deux projets, non? Pas du tout. Pas du tout. J'ai été le voir avant l'été. J'ai tendance vraiment à croire les gens, au départ. Je vais les voir. Et puis, in fine, il s'est révélé ce qu'il est. C'est-à-dire un inspecteur des finances, un ministre de l'économie de François Hollande, quelqu'un de profondément issu d'un mode de pensée. Et alors c'est marketé autrement, ça c'est vrai. Mais dans la réalité, est-ce que ça vient du terrain? Est-ce qu'il y a un changement de méthode profond? Je ne sais pas si on est conscients tous ici, mais en ce moment il y a les gens qui pilotent l'État, ça s'appelle les grands corps de l'État. Ils sont en train de faire le casting pour les différents ministères. Ça fait 30 ans que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que nous, on se prépare à aller voter. Pendant ce temps-là, les grands corps de l'État ont déjà défini la composition des cabinets ministériels. C'est-à-dire que l'État central a l'habitude de reprendre les manettes. Et c'est ce système qui est complètement déconnecté qui dysfonctionne. Quoi. C'est maintenant qu'il faut que vous négociez un petit ministère, peut-être. Eh bien, c'est justement ce qu'on ne va pas faire. C'est-à-dire, non, mais parce qu'on a un problème de système. C'est pas un tel ou un tel qui serait méchant, qui serait je sais pas quoi. Vous seriez bien ministre de l'Éducation. Eh bien, je vais vous dire pourquoi non. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une réforme de l'éducation, on fait des grands débats pour savoir si c'est la bonne ou la mauvaise réforme. Le vrai problème, c'est qu'il y en ait une. C'est que des gens, sur un coin de table à Paris, rue de Bellechasse, décident pour la totalité du territoire, comme si dans la réalité, les problèmes... Grenelle, en l'occurrence. Mais ça ne marche pas. Non, mais surtout, si on était au courant, ça marcherait. Bon, alors, le principe de cette émission... Si ça marchait, on serait au courant. Le principe de cette émission, Alexandre, c'est d'écouter nos jeunes citoyens qui sont en face de vous. Oui. Donc, je vous présente Nicolas, Claire et Marc-Olivier, qui viennent chacun de endroits différents en France. Alors, Nicolas, si ma mémoire est bonne, vient de Niort, dans les Deux-Sèvres, spécialisé des mutuelles françaises. Oui, je connais bien. Claire vient des Alpes-Maritimes de Nice.
Et Marc-Olivier, un peu plus proche de nous, vient de Seine-Saint-Denis. C'est bien ça? Enfin ça. Et c'est Nicolas qui va commencer, je crois. Exactement. J'ai lu votre ouvrage Révoltons-nous, qui est sorti en décembre dernier. Non, ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Il y a eu des éléments qui sont sortis avant. Celui qui vient de sortir, donc exactement, autant pour moi. Dedans, c'est vous appelez chaque citoyen à se révolter contre ce système qui ne marche plus. Je vous cite, c'est ce que vous marquez, il ne fonctionne plus, il ne marche plus. Donc ça veut dire que c'est vous, aujourd'hui, le candidat anti-système, comparé aux autres, vous l'avez cité tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui se présentait également comme le candidat anti-système. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Il y a un réveil citoyen français. Il y a énormément de mouvements. Il se trouve qu'on en a construit un, qui est aujourd'hui gigantesque. On a 200 maisons des citoyens. On a fait venir dans notre équipe des gens que je vous ai présentés juste avant, qui sont venus nous prêter main forte. C'est l'équipe numérique qui a fait la campagne de Trudeau au Canada. On a constitué, le nouvel homme fort d'Amérique du Nord. On a constitué une véritable puissance citoyenne. Bon. Mais je ne peux pas avoir cette prétention. En revanche, il y a quelque chose qui est absolument sincère, c'est que on est pour un profond changement de méthode. Parce que je parlais des grands corps de l'État qui font fonctionner d'une certaine manière l'État central. C'est un système qui ne marche pas. Je ne suis pas fondamentalement contre dans l'absolu, c'est un système qui a marché après la guerre. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a jamais marché. Je dis qu'aujourd'hui, ça fabrique du désert médical, du désespoir dans l'ensemble de nos professions, 2 millions de jeunes de moins de 25 ans au chômage, 20% qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège, etc. C'est-à-dire que quand on déconnecte la décision, on a un problème. Et pendant ce temps-là, on a une campagne où les gens issus du système, vous avez vu ce que vous avez vu depuis 15 jours, parlent de problèmes avec leurs femmes, de savoir si un tel est gay ou pas, machin. C'est-à-dire, ce dont on se fout. Ce dont on se fout. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on a 9 millions de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, on a pris 1 million de plus en 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une disparition dans la campagne des gens. Des gens. Et vous ne pouvez pas allumer une chaîne info sans être au courant de la dernière petite phrase de machin, de truc, alors que les gens ne sont devenus absolument invisibles. Et quand je dis les gens, c'est à la fois les problèmes, mais aussi les solutions. Surtout les solutions. Cette émission, elle est là aussi pour dire que voter, ça sert à quelque chose et pour réhabiliter le politique. Vous, quand on vous entend, on a l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que vous décriez toute la classe politique d'une manière générale. Il faut balayer tout le monde. C'est tous pourris, votre discours? Non, tous centralisateurs. Tous centralisateurs. Et c'est grave, docteur? Ben oui, parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous pensez très sérieusement que vous pouvez régler un problème de logement depuis un bureau de Paris, pour l'Alsace du Sud, pour Niort, pour un territoire des Alpes-Maritimes, ça ne peut pas fonctionner. Mais enfin, c'est idiot de croire que ça peut fonctionner. Ça ne peut pas. Donc oui, on a un véritable problème avec le centralisme français. Oui. Et puis, on a un problème, c'est qu'ils veulent tous un chèque en blanc pour 5 ans. Or, on sait tous très bien qu'on veut exister pendant les 5 ans. C'est-à-dire que c'est impensable dans nos têtes de citoyens de venir tous les 5 ans, filer un chèque en blanc et disparaître, quoi. Donc, il faut bien qu'on bascule dans une démocratie citoyenne avec des outils pour qu'on copilote notre vie. Et ça fait pas partie du programme des gens issus du système. Oui, rapidement, ça veut dire que du coup, en fait, là, vous souhaitez redonner le pouvoir aux citoyens, qu'on ne soit pas appelé tous les 5 ans. Oui. Vous parlez aussi de redonner le pouvoir à la base, c'est-à-dire au département, finalement, quelque part. Alors, en plus petit. Mais comment ça fonctionnerait? Alors, ça fonctionnerait, tout d'abord, je vais vous répondre sur ce point après. Parce qu'il était question de les enlever, les départements, au profit des régions, normalement. Hein. Pour nous, l'unité de gestion solide, raisonnable, crédible, c'est ce qu'on appelle en France le bassin de vie. C'est beaucoup plus petit qu'un département. En fait, l'ensemble des départements français en ont entre 3 et 5. C'est-à-dire l'espace réel de vie. Là, à cette hauteur-là, vous prenez une décision éducative, vous prenez une décision de logement, vous prenez une décision à peu près sensée parce que tout simplement vous voyez. Donc, oui, on veut très clairement fragmenter l'ensemble de nos départements en à peu près 400 à 500 unités de gestion sérieuses. Donc Alexandre Jardin, président, c'est 500 départements. Oui, petits, les bassins de vie. C'est-à-dire, en fait,
Actuellement, c'est une entité administrative. Ça ne correspond pas à la réalité. On veut des unités de gestion qui correspondent à la réalité. Mais si on passe à 500 départements, on essaie aujourd'hui de simplifier. Il y a eu les régions qui sont passées de 22 à 13. Là, si vous mettez 500 départements, ça ne rajoute pas une strate supplémentaire? Non, parce qu'on supprime les vieux départements. On donne beaucoup de pouvoir aux communes, parce que ce que ne comprennent pas les technocrates à Paris, c'est qu'un maire, la plus grande force militante associative en France, ce sont les gens dans les conseils municipaux. La vérité, c'est qu'on a 80% des gens dans les conseils municipaux qui ne sont pas payés, qui sont bénévoles et qui prennent soin de la société. 36 000 communes. Oui. Mais lorsque vous discutez avec les technocrates de gauche, de droite, de Macron, de machin, de trucs, ils rêvent tous d'à peu près 12 000 communes. Ils ne comprennent pas, d'abord, que c'est une entité démocratique, c'est-à-dire que c'est une démocratie qui se règle au bistrot, parce qu'on se parle. Et puis ensuite, ils ne comprennent pas que c'est une force militante. C'est la plus grande association française, les conseils municipaux. Donc oui, repartir à partir des territoires, mais en améliorant l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une commune qui expérimente un truc génial en Alsace, c'est très rare que dans un autre département, on soit au courant. Donc une des fonctions de l'État, pour nous, c'est de mutualiser l'intelligence. Dans la séquence suivante, on va rajeunir un petit peu encore plus la moyenne d'âge, puisque nous allons écouter les futurs électeurs, mais genre dans 10 ans. C'est un sujet de Romain Clouet qui est allé rencontrer les plus jeunes d'entre nous. Les 8. Le jour de gloire est arrivé. Bonjour. Bienvenue les enfants de la politique. Allô, allô. Oui, reçu. Mais t'es où? T'es derrière toi. Tu connais la devise de la République française? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que tu crois qu'elle est respectée, cette devise en France? Non. Oui, je pense. Non, pas tout le temps. Pas par tout le monde. Pourquoi? Puisqu'il y a des personnes qui respectent pas et qui font ce qu'ils veulent. Par exemple, ils disent arrêtez de fumer ou de jeter les mégots par terre ou de laisser les chiens faire des crottes. Et je vois plein de mégots par terre et plein de crottes. Est-ce que tu sais pourquoi on dit qu'il y a la gauche et la droite en politique? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai déjà demandé à ma mère, mais je me rappelle plus. Deux partis politiques différents. En fait, la gauche, c'est par exemple des gens qui veulent construire des endroits pour les chômeurs. Le nord, c'est la droite et le sud, c'est la gauche. Et sinon, la droite, elle construit des écoles. Toi, quand tu seras président de la République, qu'est-ce que tu veux faire? Moins polluer. Que les gens travaillent moins. Essayer de réellement baisser le chômage ce coup-ci parce que tous les présidents le promettent mais après ils le font pas. Parce qu'il y a Macron, je crois que c'est Macron qui veut qu'on travaille plus. Donc d'essayer de le faire et aussi de reloger ceux qui sont dans les rues. Je dirais d'enlever l'école le mercredi, mais que le jeudi reste coupé le midi. Moins d'école, quoi. Ouais, genre, ça serait cool. Bon, voilà. Bon, il y a, si on mélange un peu tout ça, il y a du vrai. Il y a un peu de vrai quand même, il y a un peu de lucidité. Claire, tu as une question? Oui, alors les actions du mouvement Bleu Blanc Zèbre sont locales. Colle bien le micro. Comment envisagerez-vous la politique internationale de la France et qu'est-ce que le mouvement pourrait apporter? C'est ça, parce qu'en gros, on vous entend beaucoup parler à l'échelle locale, mais un président, c'est pas que le terroir, c'est aussi Tout à fait. Alors, international. Avec toute mon équipe, on a pris une décision. On est en retard dans notre campagne. On est en retard dans la mobilisation des Français. Il y a 1 million, 2,5 millions de gens qui nous suivent, mais c'est insuffisant pour prétendre, en l'état, en ce moment-là, pouvoir gagner au second tour. Donc on a décidé de ne pas défendre tout. Ce qu'on vous propose, c'est de constituer un lobby citoyen pour donner du pouvoir aux citoyens. Un lobby pour les territoires, face à tous les partis qui sont centralisateurs. Alors, je ne vous dis pas ça pour éluder. On a une politique étrangère très claire dans notre tête, un modèle européen très clair dans notre tête, mais on ne va pas faire campagne là-dessus.
parce qu'on ne se raconte Mais pas. clair en 2 mots. Mais volontairement, je n'élude pas. C'est que je ne fais pas campagne pour ça. Où est-ce qu'il faut aller pour lire ce programme? Pour l'instant, on continue à y travailler. Pour nous, la question se posera si on a une puissance suffisante. Pour nous, l'objectif politique, c'est qu'on pèse suffisamment lourd pour qu'à un moment donné, on puisse imposer, compte tenu du résultat du premier tour, le fait de donner du pouvoir aux gens qui nous écoutent, à vous, aux citoyens, une véritable démocratie citoyenne et imposer une véritable décentralisation. Sachant que c'est pas ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont pas formatés comme ça. Donc, si on atteint ça, c'est à notre portée, c'est déjà considérable. On a lancé le mouvement à partir du mois de septembre. Si cette puissance, on la concrétise, on aura un pouvoir de négociation. Mais il faut des bulletins de vote. Il faut vraiment qu'on se mobilise. Et à ce moment-là, on peut véritablement changer la donne. Voilà. Vas-y. Et c'est pas pour éluder. Vas-y, t'inquiète pas. Je préfère. Elle est très impressionnée par. Non, je préfère tenir un propos absolument réaliste. Ne pas raconter de balivernes. D'accord. Donc pour vous, l'objectif n'est pas international, mais plutôt de. Si. Bien sûr que on a véritablement une idée de politique étrangère, mais simplement, je ne veux pas à ce stade-là raconter des salades. Mais ça arrive vite quand même, c'est dans 2 mois. Hein. Je sais, mais pour l'instant, ce n'est pas notre objectif politique. Notre objectif, c'est de constituer un vrai lobby citoyen pour une démocratie citoyenne, pour donner du pouvoir aux citoyens, aux territoires et à tous les gens qui agissent et qui ont déjà dans nos territoires les solutions pour réparer le pays. À chaque fois que vous venez sur un plateau, on vous pose la même question. Vous en êtes où des parrainages? Alors, je vais vous dire la vérité. On a une multitude de présidents d'associations de maires ruraux départementales qui en ce moment sont en train de mobiliser les maires. Bon. Donc, il en faut 500. Hein. Oui, alors ils sont en train de faire le boulot. Je ne vous dis pas que toutes nos promesses de parrainage vont se concrétiser. Parce qu'il y a une loi, vous ne le savez peut-être pas, qui a été votée le 26 avril dernier, qui crée l'obligation de publier le nom des maires, des parrains. Or, parallèlement à ça, il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe, qui a, en 6 mois, intégrer la totalité des petites communes dans des communautés de communes qui sont contrôlées par les partis, qui contrôlent l'essentiel de leurs finances aujourd'hui. Ce qui veut dire que si un maire me parraine, dans la balance avantage-risque, si son nom est publié, les capacités de représailles sont colossales. Donc en fait, moins les partis ont eu de soutien populaire, plus ils se sont demandé comment contrôler le système. Et la loi du 26 avril, c'est une loi dingue, c'est une loi scélérate. Parce que à partir du moment où les noms sont publiés, les capacités de représailles des partis sont colossales. Donc on a un vrai problème de démocratie. Mais enfin, vous n'êtes pas non plus un monstre, c'est pas une honte de vous soutenir. Quand même, non, mais simplement ce sont des appareils qui sont là pour garder les carrières, qui sont là. C'est pour ça qu'il faut négocier un portefeuille déjà là. C'est pas mon genre. Je vous dis. Soyez stratège. Non, je fais ça pour donner du pouvoir aux citoyens. Ouais. Non mais c'est pas la même pulsion. Hein. Oui, vous dites c'est pas la même énergie. C'est pas je, c'est nous, etc. Oui. Et d'ailleurs, pour être très franc, on a un vrai problème dans mon mouvement et dans tous nos mouvements avec l'élection présidentielle, parce que ça concentre sur quelqu'un, alors que tout ce que nous faisons est fondamentalement collectif. Donc on se retrouve coincé dans une espèce de lessiveuse où on vous amène à dire je. Alors que c'est absolument contraire à nos valeurs. Si on veut des mécanismes de démocratie citoyenne, c'est qu'on pense qu'à un moment donné, vous devez pouvoir piloter vous-même un certain nombre de sujets de société que des élites politiques n'ont pas à trancher à votre place. Alors Alexandre, la prochaine séquence, elle va beaucoup vous plaire. On a beaucoup pensé à vous en la préparant, puisque c'est la politique dépasse la fiction. Vous êtes d'abord, il faut le savoir, un romancier, un créateur d'histoire. Plus d'abord, à égalité. À égalité maintenant? Complètement. D'accord. Okay. Ça fait des années que je m'occupe des autres. Oui, c'est vrai. D'abord, vous vous occupiez des lecteurs. Alors, on va tout de suite l'accueillir. Il s'agit d'Alexandre Le Traîne. La politique dépasse la fiction. Salut Alex. Oh là là, t'as vu ça? Ah, c'est beau, hein. Pas mal. On s'était intéressé à votre parcours d'avant, donc
celui où vous étiez auteur, et on a regardé un peu comment les auteurs étaient traités dans les séries. Alors il y a 2 catégories, il y a les personnages de fiction qui sont des auteurs, et puis on parlera des auteurs qui ont écrit des séries. Mais commençons tout de suite par ces personnages de séries qui sont des auteurs des auteurs de romans ou de nouvelles. Vous regardez les séries? Vous en regardez un peu? Vous aimez ça? J'ai plus le temps. Oh. Sincèrement. C'est vrai? Ouais. Alors, spéciale dédicace pour Boris pour commencer. Moi, j'ai le temps. Avec le premier générique de série qu'on regarde tout de suite. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est très très flippant, mais la série est extraordinaire. Ah, t'as commencé par ça. Echo I created, I lasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew. Qui part dans les Hamptons pour se ressourcer et écrire son nouveau roman et qui va tomber amoureux d'une jeune serveuse, et les conséquences de cet amour vont être absolument redoutables. Pour les plus anciens d'entre nous qui connaissent la télévision, il y a une autre série qui mettait en scène... Excellent, hein, entre parenthèses. Dit à faire excellent. La saison 3, je viens de terminer le dernier épisode, on est comme ça. Vraiment, on est comme ça et c'est pas permis de s'arrêter. Autre personnage de fiction qui, alors là, est un peu plus ancien. Imaginez Agatha Christie qui mène des enquêtes. Vous allez peut-être vous en souvenir, ça s'appelait Arabesque. Non, mais ça, c'est pour les mamies, ça. Bah, écoute, j'ai pensé à toi aussi. C'est pour ma grand-mère. Et plus proche de nous, il y a un autre personnage de fiction qui est hyper intéressant, qui est Richard Castle, qui est le personnage de la série Castle, qui enquête avec le lieutenant Beckett sur des affaires dans une série qui a duré 8 ans. Maintenant, on va venir un peu à des gens comme vous, des gens qui sont des auteurs et qui se sont mis à la télévision, qui se sont mis à écrire des séries. On va écouter un autre générique et on en parle juste après. Ah ouais, c'était très très bien. If you walk through the garden, you better watch your The Wire, qui est écrit par un type formidable qui s'appelle David Simon. David Simon, il était journaliste au Baltimore Sun avant d'être auteur de fiction. Et puis, il s'est intéressé à la série très tôt. Série préférée d'Obama, je crois. C'est la série préférée d'Obama qui montre un peu... Et attends, si je peux me permettre, je t'en prie. Dominic West, l'acteur principal, Et également dans The Affair. Mais tout est pensé dans cette émission. Excellent acteur. C'est un truc de malade. Et donc, The Wire nous montre un peu comment la société américaine va s'effondrer au travers de la ville de Baltimore. Franchement, si vous avez l'occasion de la voir, je vous la recommande. Il y a 5 saisons, c'est une formidable série. Et puis surtout, David Simon, il s'est entouré d'auteurs pour écrire la série. Alors des auteurs que vous devez connaître, comme George Pelecanos, Denis Lehan ou encore Richard Price. Donc pas des manchots, en tout cas, pour écrire cette série. Ouais. On peut aussi parler de l'écrivain John Esbo, écrivain de polar nordique, qui a écrit une série pour Arte qui s'appelle Occupied, ou comment la Russie se met à envahir la Norvège pour contrôler ses ressources aurifères et pétrolifères. Et oh là là, c'est un peu un télo là. Non, c'est vachement bien. C'est la partie intello de l'émission. The Wire. The Wire, c'est super. Il y a aussi sur écoute en français. Sur écoute, exactement. Il y a aussi Harlan Coben, qui semble prendre beaucoup goût à la série télé. Il a fait Une chance de trop. Il va bientôt faire juste un regard pour TF1. Et puis comment ne pas penser à Nick Pizzolatto, formidable auteur de romans qui a fait True Detective, ou encore George R. Martin, qui participe à l'adaptation de sa célèbre saga Game of Thrones. Et je vais en rajouter un qui est mon frère, qui est réalisateur de toutes les dernières séries Engrenage et Braco. Très bien. Et qui a eu incroyable ça. Et qui a eu une récompense américaine. Ah oui. Un Emmy Awards pour Braco. Parmi les meilleures séries françaises, entre parenthèses. Mauvaise nouvelle d'ailleurs, Engrenage s'arrête, je crois. Après 7 saisons. Frédéric Jardin. Frédéric Jardin, effectivement, qui est un des très très bons réalisateurs de... Quelle famille. Et pour terminer, Boris, je te propose un petit jeu. On peut imaginer une fiction, tu vas me dire si tu acceptes de la produire. Ouais. On imaginerait un auteur de roman à succès qui déciderait de se mettre en abîme complètement en se présentant à l'élection présidentielle pour écrire son nouveau roman et dénoncer le système de l'intérieur. Vous prenez et qui arriverait sur ce plateau. Et qui arriverait sur ce plateau. Vous prenez s'il arrive sur le plateau. Mais j'ai une question. Non, mais j'ai une question hyper importante. Est-ce que vous continuez d'écrire des romans ou pas? La nuit. C'est vrai? Bien sûr. Ah. C'est mon oxygène. Vous me rassurez quand même. C'est-à-dire quand vous faites face au réel. Ouais. Il y a un moment où il faut s'échapper. Donc j'écris. Vous vous inspirez de ce que vous vivez au quotidien, j'imagine un petit peu, mais plutôt plus que moins ou... De l'énergie de ce que je vois. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je vois depuis 4 ans, c'est un pays qui fabrique des solutions. C'est-à-dire que je vois le contraire du journal de 20 heures. Je vois partout des gens qui fabriquent des solutions, mais quand je dis des solutions, c'est des entreprises, des associations, des fondations, des élus locaux. Je vois une créativité débordante, et une de mes grandes révoltes, c'est qu'on soit dans cet état-là collectivement, alors qu'on est un peuple aussi intelligent. Donc quand je dis donner du pouvoir aux gens qui font, je les connais. Je les vois, je travaille avec eux depuis maintenant 4 ans. Je peux vous dire
comment on rebancarise les 3 millions de gens qui sont en état de fragilité bancaire, comment on peut le faire au 1er septembre, comment réellement... Nickel, grâce à l'association Nickel. Compte Nickel a rebancarisé déjà 500 000 personnes. Vous pouvez expliquer en 2 mots de quoi il s'agit? C'est très simple. La Banque de France dit qu'on a 3 millions de gens en France qui sont en état de fragilité bancaire. 3 millions, si vous rajoutez les couples, les enfants, vous avez presque 10% de notre peuple. C'est-à-dire interdit bancaire. Or, si vous êtes en état de fragilité bancaire, soit vous êtes interdit bancaire, soit pour faire un mouvement, vous avez besoin d'une autorisation, on vous humilie. On vous humilie. Donc, comment on peut sortir très rapidement de cette situation? Compte Nickel a sorti un système, il pose une borne chez les buralistes, vous payez 20 €, on ne vous pose pas de questions humiliantes. Vous ressortez avec une carte de paiement avec des RIB. Si vous n'avez pas de RIB, vous ne pouvez pas mettre de puce dans votre téléphone pour chercher du boulot. Si vous n'avez pas de RIB, vous ne pouvez pas vous inscrire même dans une agence intérimaire, on ne peut pas vous payer. Vous ne pouvez pas payer la cantine de vos enfants. Donc, ils ont ouvert 500 000 comptes comme ça, récemment. Alors qu'on ne peut être que créditeur, évidemment, le découvert n'est pas autorisé. Oui, mais vous retrouvez une identité. Ouais. Et donc, si la France prend la décision au 1er septembre d'acheter 3 millions de comptes Nickel, ce qui coûte 60 millions d'euros, pour régler une question fondamentale, alors qu'on donne aujourd'hui 200 millions chaque année à la Poste au titre de l'accessibilité bancaire. Mais sachant que le fondateur de Compte Nickel n'est pas du tout d'accord pour que l'État soit actionnaire, mais ça c'est une autre question. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup. Salut. Merci. Une question de Marc-Olivier maintenant. Alors j'aurais une question sur comment vous estimez la valeur du travail. Alors est-ce que vous l'estimez plutôt comme quelque chose qui permet de se valoriser, d'exprimer son talent, ou alors plutôt comme quelque chose de pénible et donc on devrait le rendre facultatif pour les personnes qui le souhaitent? Pour moi, ce qui est très pénible, c'est qu'on ait 6 millions de gens qui n'en aient pas. C'est-à-dire, pour moi, l'archi-prioritaire, quand on aborde ce débat, c'est que quand 6 millions de gens sont privés, ils ont un problème à la fois de statut, d'estime de soi, de valorisation de soi. Donc l'archi-priorité, alors je vais un peu sortir du cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas présenter notre programme global puisqu'on se présente dans un certain esprit. Mais on a travaillé et on travaille sur la finalisation d'un plan gigantesque d'investissement pour valoriser notre stock de capital en France. Susceptible de créer à peu près 1,5 million d'emplois assez rapidement, sans argent public. Pour moi, c'est l'archi-priorité. L'archi-priorité. Si vous n'avez pas accès au travail... Sa question fait un petit peu référence à l'idée du revenu minimum universel, le droit à la paresse, etc. Une alternative au travail pour se valoriser. Alors, on est tout à fait favorable à la question d'un revenu minimal vital. Donc le principe du revenu universel, c'est ça? Ce qui n'est pas la même chose. Mais je ne veux pas rentrer dans le cadre de... Je ne veux pas... Attendez, faut être franc. Je ne veux pas qu'on rentre là-dedans, parce que pour l'instant, on n'a pas de puissance suffisante pour pouvoir envisager une victoire au second tour. Pour l'instant. Donc c'est comme la politique étrangère. Je vous réponds. Pour l'instant, la vraie priorité, c'est est-ce qu'en face de l'offre des partis centralisatrice, est-ce qu'on va traiter le système? Est-ce qu'on va avoir assez de puissance, nous les citoyens, pour récupérer une partie de la décision? Pour nous, le véritable enjeu, c'est ça. C'est, en gros, est-ce que vous allez mettre un bulletin et pendant 5 ans, vous allez rentrer chez vous? Ou est-ce que, derrière une candidature qu'on utilise, la mienne, je dis bien qu'on utilise, on aura une puissance suffisante pour réclamer véritablement des outils de pilotage de nos vies. Donc, je dis pas ça pour esquiver. Je dis que dans l'ordre des priorités, si on laisse faire des gens centralisateurs, même marketés, qui vont conserver l'essentiel de la décision, qui ne vont pas la partager avec vous, les mêmes problèmes créeront les mêmes décisions hors sol. Nicolas ? Oui, mais vous parlez justement de ces politiques qui sont en place depuis trop de temps, mais est-ce que vous ne pensez pas que justement en permettant aux gens de moins travailler, ils pourront plus se pencher, par exemple, s'intéresser à la politique,
vraiment voir les programmes qui les intéressent et donc, au final, éliminer ces personnes-là qui sont enfin, des espèces de dynasties qui dirigent depuis des années. Je pense que votre point de vue est légitime et que pour l'instant, vous n'avez aucun pouvoir. C'est-à-dire que vous, personnellement, pour l'instant, vous n'avez aucune capacité à déclencher un référendum d'initiative populaire. Et personne dans cette pièce. Donc, quand on soulève cette question, ce qui m'intéresse dans un processus référendaire, c'est qu'on crée un débat national. Donc, que des émissions ont lieu, qu'un débat s'instaure, que votre point de vue existera. C'est le principe, normalement, des élections aussi, Alexandre Jardin. Non, dans une démocratie uniquement représentative qui ne nous représente plus... Le principe, c'est quand vous n'êtes pas content de quelqu'un, vous votez pas pour lui, c'est tout. Oui, mais dans une démocratie représentative, vous déléguez 100% du pouvoir. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à continuer comme ça? Est-ce que vous voulez récupérer une partie de la décision? En gros, est-ce que vous restez des sujets? Je me méfie toujours de mettre tout le monde dans le même sac, tous les élus dans le même sac, etc. Il y a quand même, que vous le veuillez ou non, certains de nos élus qui sont des gens authentiques, qui croient vraiment dans leur dans leur rôle. Mais plus qu'honnête et authentique. Mais c'est pas ça du tout ce que je dis. Ouais. Je dis qu'on a un problème de système, pas de personne. Vous avez des députés, des sénateurs qui sont des gens très très bien et remarquables. Mais formidable, je suis complètement d'accord. Je dis qu'en revanche, on a un problème de système, pas d'individu. Mais je vais prendre l'exemple de Fillon, qui se fait attraper la main dans le sac. Bon. De sa femme. De sa femme. Vous voyez bien que quand il apparaît à la télévision, je pense qu'il est honnête. C'est-à-dire que dans sa tête, il ne comprend pas ce que nous voyons. Reproche. Oui. Pourquoi? Parce que au-delà de lui, c'est bien un système qui a fabriqué ça. Puisqu'il a le droit de le faire, c'est ce que vous dites. Oui. Je veux dire, la semaine dernière, le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, était dans une émission politique et on lui dit « Qui contrôle le Parlement ?» Et Didier Migaud répond « Personne ». Vous entendez? Personne. Donc c'est un problème de système. Ce n'est pas un problème de monsieur X ou Y, de Fillon ou autre. Nous avons des systèmes où le citoyen est absent. C'est hallucinant. En gros, est-ce qu'on continue à être des sujets ou est-ce qu'à un moment on devient des citoyens? Une question de Nicolas. Et c'est l'enjeu de notre mouvement. Du coup, c'est ce que vous parlez de révolution. C'est le terme. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot révolution? Ça signifie quoi exactement? Est-ce que ça veut dire que vous parlez du système également? Ça veut dire qu'on le sait, les 3/4 de nos politiques ont fait l'ENA. Ça veut dire qu'en fait, il faut dès la base, il faut entre guillemets couper dès la base. Ça veut dire que l'ENA, vous voulez souhaiter fermer l'ENA, vous souhaitez fermer l'ENA? Dans la mesure où dans un système très décentralisé, mais comme fonctionnent la plupart des pays qui marchent, hein. L'Allemagne marche comme ça, les Suisses marchent comme ça, une grande partie de la Scandinavie marche comme ça, où on fait confiance, tout simplement on fait confiance au territoire. Dans un système comme ça, le métier de l'État central change. Donc ces gens-là, leur mode de pensée, qui est un mode de contrôle, pas de confiance, n'est plus opérant. À ce moment-là, le métier des ministères devient de faire un énorme travail d'évaluation, de repérage des outils pour mutualiser et puis garantir des minimums nationaux, parce qu'on a une république. C'est l'équité, l'égalité territoriale, etc. Mais vous voyez que ça nous fait entrer dans un système qui est plus sécurisant, parce que la décision est prise moins loin, quand une décision déconne, manifestement. Quand ça déconne vraiment, le citoyen peut réagir. Je vais vous prendre un exemple. Pôle emploi a pris la décision, de manière unilatérale, que les inscriptions se feraient uniquement par Internet. Il y a une dame qui fait partie de mon équipe qui travaille pour les maisons pour l'emploi, qui a vu, elle m'a raconté récemment, il y avait une dame qui tapait un matin à une porte, exactement comme dans le film anglais. Sauf que là, c'était réel. Elle tapait comme une folle, et au bout d'un moment, quelqu'un vient ouvrir, il dit « Mais enfin, madame, on s'inscrit par Internet. » Elle dit « Oui, mais j'ai pas Internet. » Elle parlait mal le français. Bon. Et enfin, Internet, tout le monde comprend. Hein. Non, mais elle n'avait pas accès à Internet. Ah, d'accord. Ouais. Elle n'avait pas accès à Internet et elle a été perdue. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à Internet aujourd'hui, Alexandre Jardin. C'est un exemple vraiment... Alors, je crois que vous ne connaissez pas le pays. Bon, attendez. Alors, attendez, Même ma grand-mère, elle se sert d'Internet. Mais votre grand-mère, elle vit où? Elle vit dans les Alpes-Maritimes, pas loin de chez Claire. Je peux vous dire qu'on a une partie de notre pays qui est dans ce qu'on appelle des taches blanches.
Et quand je vous parle de décision complètement hors sol, à partir du moment où Pôle emploi prend cette décision, et que cette dame dit « mais j'ai toutes les pièces », on lui répond « il faut les scanner ». Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en termes d'exclusion sociale? En termes d'exclusion. Bon. Donc, alors, lorsque vous dites « tout le monde a Internet », j'ai assisté, quand je vous parle de déconnexion, nous devons changer le système. Il y a 2 ans, j'étais dans le département de l'Yonne. Il y avait 300 maires qui étaient là. Le trésorier payeur général, qui représente l'État, annonçait à tout le monde que les liens financiers entre les communes et l'État se feraient par Internet. Tous les derniers bancs se sont levés et ils ont dit on n'a pas Internet. Bah écoutez, nous savez, mais on n'a pas Internet. On a un remède à ça, nous, ici. Parce qu'on a une chronique qui s'appelle L'invité 2.0. La transition, elle est formidable, elle est toute trouvée. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Cédric Mizidi. Bonjour. Alexandre Jardin, bonjour. Salut. Salut mon Cédric. Bonjour. Lui, il a inventé Internet, lui. Ouais, j'ai inventé Internet. Il va faire votre portrait. On va voir un petit peu comment vous existez sur la toile. Voilà. J'ai fait une espèce de tour du propriétaire 2.0 et donc je suis allé tout d'abord sur votre compte Instagram et à l'évidence, vous souhaitez zébrer la France. La France, mais pas seulement. Vas-y. Les femmes, les couteaux suisses, les voitures, les chaussons, la société de consommation, Europe 1 et même les enfants. Reste à savoir quel est le sens politique de ces rayures. Dans votre description Instagram, il y a entre autres un lien vers le site bleublanczèbre.fr et j'ai cliqué dessus pour en savoir plus. C'est le site du mouvement que vous avez créé donc en 2013. C'est la plateforme d'action. Exactement, dont l'objectif est de réparer la fracture française avec des citoyens très engagés et des actions concrètes. Mais votre aventure présidentielle ne commence qu'en 2015 avec le lancement sur Facebook d'un mouvement que vous avez appelé la Maison des Citoyens. Ça a été dit précédemment. 2016, en 2016, oui, exactement. S'ensuit l'annonce officielle de votre candidature à la fonction suprême le 3 décembre dernier. Et ce jour-là, vous avez revendiqué sur France Info plus d'1 million de followers. C'est pas mal sur l'ensemble de vos réseaux. Alors, sur Twitter, certains... Déjà, il y a toutes les grand-mères qui ne savent pas se servir d'Internet. On est cool, nous. Bon. Alors, sur Twitter, certaines personnalités ont commenté votre candidature avec humour, je tiens à vous préparer. Alors, tout d'abord, Philippe Vandel. Après le Brexit, Trump, Sarkozy dehors, Hollande renonce. Quand tu penses que les sondeurs n'ont pas vu venir Alexandre Jardin. Stéphane Guillon aussi est allé de son petit commentaire. Alexandre Jardin est candidat à la présidentielle, un fol espoir né. Peut-on aider, créer un comité de soutien, mobilisons tous les jardinants. C'est mignon ça. C'était mignon. J'aurais aimé que ce genre de comique vienne nous aider dans nos actions locales pour les levées de fonds. Je pense que vous n'avez pas les moyens pour Stéphane. Non, mais, oui, mais les gens viennent gratuitement chez nous. C'est comme aux enfants de la politique, tout le monde bosse gratos ici. Ben, oui, on travaille pour les autres. C'est ça. J'en ai encore une. Christophe Comte, des Inrocks. Après Alexandre Jardin, on attend pour la candidature de Stevie Boulet, Thierry Beccaro, Passepartout et Fred de la pub Carglass. Je ne sais pas qui vous préférez. Quoi. Non mais, enfin bon, ni droite, ni gauche, ni centre, votre candidature se veut hors système. Et on vient de le voir, le système ne vous fait pas vraiment de cadeaux. Mais vous devriez vous en réjouir. Et parfois, on a le sentiment que vous le déplorez, comme dans cette vidéo postée sur votre compte Facebook. Ensuite, on a un deuxième problème, les sondages. Vous me dites, pourquoi on n'est pas dans les sondages ? Eh bien, aujourd'hui, les instituts de sondage font partie du système. Le directeur général de l'Institut IFOP, par exemple, est un porte-parole d'Emmanuel Macron. Donc, le système se verrouille. Ah ouais. Bien sûr. Bien sûr que le système est verrouillé. Je parlais du verrouillage des signatures, mais vous avez du verrouillage partout. Une des raisons pour lesquelles on ne me voit pas plus sur des écrans de télé aujourd'hui, c'est qu'il y a une loi qui crée des temps de parole en fonction des élections précédentes. Comme on n'y était pas, ben on n'y est pas. Donc quand je vous parle de verrouillage, mais Dieu merci, il reste la toile, quoi. Comme espace de liberté. Et les enfants de la politique. Oui, voilà. La toile. Vous considérez donc que les instituts de sondage ont un point de vue, ont une tendance. Tout le monde le sait. C'est dit.
Alors, en fait, vous êtes comme Gaspard Sauvage, héros de votre roman à succès, Le Zèbre, adoré ça, publié en 1988, qui, après 15 ans de mariage, refuse de croire au déclin des passions amoureuses. Votre combat est empreint de romantisme, je trouve très romantique, c'est vrai. Vos rayures symbolisent donc la révolte contre le déclinisme, mais jusqu'à ce que je tombe sur cette déclaration. Vous accusez les responsables politiques de viol démocratique. Oui, très clairement. Je parle de la loi d'avril dernier, du 26 avril. Celle dont vous nous parliez tout à l'heure. Bien sûr. De rendre public donc les parrainages des maires. C'est-à-dire de créer un système de représailles. C'est indigne de la France. Je veux dire, soyons clairs, c'est indigne de la France. C'est comme si on enlevait le rideau noir dans les isoloirs. Mais oui, voilà. Non, mais imaginez qu'on retire les isoloirs en France. Non, mais c'est absolument indigne d'un grand pays démocratique. Et je dis ça parce qu'en fait, ils se sont servis de la démocratie. Ils ont fait voter cette loi. Il faut savoir qu'elle est passée en première lecture la nuit, et ça a été voté par 11 députés. Et en deuxième la nuit. Et en deuxième lecture, comme par hasard, les Républicains ont voté avec le Parti Socialiste. C'est-à-dire que les gens qui avaient intérêt à verrouiller le système, il y a eu 30 députés LR qui ont voté avec la gauche. C'est indigne. Nous, les citoyens, on n'a pas accepté des trucs comme ça. Moi qui ai un petit peu travaillé dans les parlements, vous savez qu'on n'est pas obligé d'être présent pour voter. Hein. On peut très bien... Bon, c'est pas parce qu'ils sont 11 qu'ils sont 11 à voter seulement. Hein. Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu de débat public sur cette question. Comme par hasard, ça passe en douce. Pendant les vacances. Et donc, à l'époque, on avait mais pendant les vacances, la nuit, à l'époque, on avait lancé sur change.org, avec un certain nombre de mouvements citoyens, une pétition. Ça n'a pas fait de bruit. Je veux dire, je vous parle de votre pays. Moi, je vous entends quand même pas mal dire, oui, nous on est une révolution positive, oui, bien sûr. C'est avec le cœur qu'on s'engage, etc. Mais vous noircissez quand même vachement le tableau, je trouve. La question. Vous êtes un peu... Y a-t-il un système politique ou un régime qui permette aux gens, enfin meilleur que la démocratie, qui permette aux gens de vivre ensemble? Oui, les mécanismes de démocratie citoyenne. De l'autre côté du lac Léman, quand les Suisses ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils font des votations. Ça vous fait rêver la Suisse entre nous, sérieux? Ce mécanisme-là, oui. Ouais. Les votations. Oui, je trouve que c'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire, je considère que nous sommes un grand peuple et que nous avons à récupérer une partie de la décision. Je veux dire, pourquoi est-ce que ce qui est possible d'un côté du lac Léman n'est pas possible chez nous? Vous savez que si on laissait le peuple décider, il y aurait encore la peine de mort en France. Je sais, c'est l'argument qu'on nous sort tout le temps. Non, il y en a d'autres. Alors, aller au bout du truc, effectivement, il vaut mieux se remettre tous les pouvoirs au grand corps de l'État. Là, vous avez le système actuel. Non, sincèrement, à un moment donné, les gens qui nous écoutent doivent exister, doivent avoir la possibilité de peser. Lorsqu'on a des débats de société, tout à l'heure vous avez ouvert un sujet, votre point de vue existe. Nous devons exister. Et non plus être avalés par des systèmes qui réclament des chèques en blanc pendant 5 ans. Je veux dire, ça ne correspond plus à l'état de maturité de notre pays. Il y a un décalage. Et puis ça marche pas. Okay. Surtout, ça marche pas. Merci beaucoup. Une conclusion? Je vais vous laisser. Tout est envoyé. Et je suis prêt Salut pour la révolution. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On va passer maintenant à Théo. Théo, c'est un stagiaire. Il travaille dans la rédaction du Huffington Post. Et il a une question à vous poser. Alors, accrochez-vous un tout petit peu parce que il le dit avec ses mots à lui. Il le dit avec ses mots. Bonjour Alexandre Jardin, je m'appelle Théophile, j'ai 23 ans, je suis stagiaire au HuffPost. J'ai grandi aux côtés d'un père chiracien dans une famille d'entrepreneurs. Et comme beaucoup de jeunes de mon âge, je suis complètement désabusé par la politique et ses scandales. Vous vous dites candidat hors système, comme finalement à peu près tout le monde, Marine Le Pen en tête. Vous parlez de révolution, comme Marine Le Pen. Vous proposez des référendums citoyens, comme Marine Le Pen. Vous proposez de redonner du pouvoir à la ruralité, comme Marine Le Pen. Vous dites voir la France que l'on ne voit pas, comme Marine Le Pen. Vous voulez redonner du pouvoir au peuple. Monsieur Jardin, rendriez-vous le pouvoir au peuple aussi bien que Marine Le Pen? C'est extrêmement blessant et je vais vous dire pourquoi. Non mais je vais vous dire pourquoi. C'est blessant, je peux le comprendre, et c'est provocateur, je peux le comprendre. Mais enfin en même temps, c'est un petit jeune. Attendez, qui travaille, qui commence sa carrière dans la vie active, etc., qui est très motivé, qui aime beaucoup la politique, qui s'intéresse. Il sait qu'il est provocateur dans sa question.
mais il vous connaît pas et quand il vous lit, quand on lit ça, on se dit bon bah voilà, quitte à voter pour le candidat anti-système, autant voter Le Pen. Alors, la vraie vérité, c'est que je fais ça pour qu'elle n'arrive pas au pouvoir. Donc c'est profondément blessant parce que c'est précisément ce qui m'a fait sortir de chez moi à la fin des années 90, c'était la première montée du Front National. Ce qui m'a véritablement fait sortir de mon confort personnel, c'est ça. Ce qui m'a fait m'engager. C'est qu'à partir du moment où un pays vote pour des non-solutions, parce qu'en réalité, Marine Le Pen, c'est le système dans sa caricature. Elle veut détruire les régions. Elle veut l'hypercentralisme français. Donc, elle veut la caricature de notre problème. Or, il se trouve qu'il y a une certaine famille politique française qui me fout dans une allergie intégrale. Aussi, pour des raisons familiales, il se trouve que mon grand-père a été le bras droit de Pierre Laval à Vichy pendant 2 ans. Et ça, vous l'avez découvert sur le tard. Directeur de cabinet de Pierre Laval, il faut quand même rappeler qui était Pierre Laval, c'est le plus grand collaborateur que la France ait porté. En 42-43. Voilà, dans les pires années. Dans les pires années. Donc, il y a des choses que il y a une logique de tri humain. Vous avez écrit un bouquin formidable d'ailleurs à ce sujet. Des gens très bien. Des gens très bien. Oui. Donc, s'il y a profondément une famille contre laquelle nous allons lutter, mais je considère que quand des Français sont complètement désespérés par un système, pour des raisons légitimes, si vous ne leur proposez pas une révolte altruiste, bienveillante, républicaine, positive, vous les jetez dans les bras de ces gens. Donc à un moment donné, il faut appeler un chat. Quand un système dysfonctionne, il faut le dire. Mais le dire absolument cash. Et leur proposer une autre révolte de gens de cœur. Vous répétez donc que Marine Le Pen, c'est la caricature de tout ce que vous dénoncez. C'est la caricature intégrale. Mais c'est elle-même qui déclare qu'elle veut faire disparaître les régions. C'est-à-dire que c'est l'hypercentralisme, c'est le retour des préfets, c'est le retour d'un système autoritaire vertical qui dysfonctionne dans les grandes largeurs. Donc est-ce que on propose une révolte citoyenne réellement positive, réellement bienveillante, quoi? Ou est-ce que on ne laisse pas d'autres alternatives aux gens qui veulent se débarrasser du système? Nous arrivons dans la dernière séquence de cette émission, déjà. Ça passe vite. Je vous demande d'accueillir Geoffrey Carvalino, mesdames, messieurs. Salut Geoffrey. Bienvenue. Assieds-toi. Alors, tu as 3 tabourets, il faut que tu choisisses le bon. Le central. Ça m'étonne de toi. Geoffrey Carvalino, qui représente les jeunes républicains ici, qui a longtemps épaulé Nicolas Sarkozy. Donc, pas trop déçu par rapport à ce qui s'est passé les dernières semaines. On n'est jamais déçu de ce que décident les électrices et les électeurs. C'est le peuple qui a le mot. Et aujourd'hui, on a une primaire, on a eu près de 4 millions de votants. François Fillon a eu un score conséquent. Et aujourd'hui, on est tous rassemblés pour le faire gagner, même avec ce qui se passe en ce moment, soyons francs. Et pour moi, l'essentiel, c'est Fillon. Il faut se mobiliser pour notre famille politique parce que je pense que on est le seul parti qui a un vrai programme et qui peut faire changer les choses en France. D'accord. Oui. Il connaît bien le langage déjà. Hein. Premièrement, j'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un qui sort de chez soi pour s'occuper du bien public. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent et qui font rien. Donc, a priori, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas les mêmes analyses, que je ne respecte pas les gens qui s'occupent du groupe. Et votre engagement, vous y croyez, et vous vous occupez du groupe. Et ça, moi, j'ai énormément de respect pour ça. Très bien. Ça commence bien. Qu'on soit d'accord ou pas. Non, mais qu'on soit d'accord ou pas. C'est-à-dire, j'ai envie d'un peuple d'acteurs. J'ai envie d'un peuple vraiment d'acteurs. Donc les acteurs, j'adore ça. Geoffrey, question. C'est peut-être pas une question, mais c'est peut-être un petit constat. Moi, je vous ai un peu suivi depuis un certain temps. Vous avez une bonne démarche, justement, auprès des élus locaux. Moi, je suis un élu local, je suis élu d'opposition à Pantin. Je sais, on s'était croisés comme ça. On s'était croisés dans ce cadre-là et j'avais trouvé votre démarche super avec les zèbres, en faisant changer les choses au point de vue local. Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, la base, c'est le local. C'est la clé. C'est la clé. En revanche, moi, je ne comprends pas votre démarche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas dans les faiseux, mais dans les diseux. C'est vous qui dites ça. Pourquoi ? Parce que je pense que votre candidature à l'élection présidentielle est inutile. Parce que vous, en fait, votre vrai combat, c'est le local et la base. En vous présentant à l'élection présidentielle, vous faites plus, pour vous, de l'égocentrisme que du service rendu au peuple. Donc en réalité, moi, ce que j'ai envie de vous dire, lâchez cette
cette candidature et mettez-vous au service de ceux qui ont le plus besoin de vous, c'est les élus locaux. Et comme vous l'avez dit, 80% des élus locaux, ce sont des gens qui ne sont pas payés et je pense que vous êtes plus utile auprès des élus locaux, auprès de la base, auprès de cette France des banlieues, de cette France rurale, plutôt que de faire une petite élection présidentielle pour son propre ego. Alors, je me suis posé ces questions-là en toute honnêteté. Vous allez finir copains, c'est super. Non, pas du tout. Mais je me suis posé véritablement ces questions. En mon âme et conscience, je mets mon énergie pour aider le mieux mon pays où. La vraie vérité, c'est que les solutions issues du territoire sont méprisées par les grands partis. J'ai construit un programme qui s'appelle Lire et faire lire. On emmène les retraités dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de la lecture. Depuis des années, vous faites ça. Ça fait 17 ans. Ouais. On s'occupe de 650 000 enfants. Vous avez un truc avec les vieux. On a près de 20 000 bénévoles. Ouais. C'est une énorme machine. Non, c'est magnifique. Même dans les écoles, etc., oui. Hein, vous les faites intervenir. Oui. Ouais. Dans les écoles. Il se trouve qu'aucune couleur politique en 17 ans ne m'a fait proposer un deal pour une généralisation à l'ensemble du pays. Il se trouve que la quasi-totalité des programmes des zèbres, jamais aucun camp politique ne leur a tendu la main pour faire de l'extension. Il se trouve que dans notre programme, si on veut donner du pouvoir à ces gens à grande échelle, c'est parce que les camps politiques, et vous le savez en tant qu'élu local, sont en réalité pilotés par des équipes d'énarques qui déterminent les programmes, qui ont une vision extrêmement centralisatrice. Et vous le savez en tant qu'élu local. Donc, si à un moment, on ne change pas drastiquement de braquet, l'intelligence française ne sera pas généralisée, ne sera pas mutualisée. Je n'ai pas confiance parce qu'ils n'ont jamais proposé ça. Jamais. Ensuite, aucun camp politique historique ne fait confiance réellement au territoire. Je vais même vous faire un aveu. Je négocie depuis des années des accords avec des régions pour les zèbres. Ils sont tous d'accord avec moi dans le bureau, les présidents de région. Et dès qu'ils ouvrent la porte, ils reviennent dans leur camp politique devant les journalistes. Il y a un double discours. Les élus locaux de votre camp politique sont d'accord avec ce que je dis. Et bizarrement, au moment de la présidentielle, ils reviennent dans la logique mais pourtant, centralisatrice. Vous n'avez pas été reçu il y a quelque temps, il me semble, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a signé un accord. Avec Christian Estrosi. Je sais que Valérie Pécresse a été très attentive parce que là, pour le coup, quand on dit qu'il y a des élus locaux qui s'intéressent pas aux régions, enfin plutôt des grandes personnalités de notre famille politique, Valérie Pécresse, elle, c'est la région de A à Z, par exemple. Ce qu'elle a proposé l'an dernier lors des élections régionales, elle a mis en place plus de 100 mesures sur 170 en moins d'un an. Donc c'est-à-dire que aux Républicains, il y a aussi des élus locaux qui font le boulot, que ce soit en région ou dans les territoires. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment dommage votre démarche. On change pas de système. En réalité, moi, je vous ai un peu suivi également. C'est en juillet dernier. Vous étiez à la mutualité avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que c'était plus, encore une fois, de l'égocentrisme. Et j'avais l'impression de voir l'hologramme égocentrique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pendant 1 heure, vous avez pris la parole dans son grand mouvement En Marche qui lançait avec plus de 3000 personnes. Et en fait, en réalité, c'était plus concentré sur vous, alors que vous avez une super démarche en parlant à tout le monde et justement de ces territoires ruraux, populaires. Et c'est dommage que dans ces 6 derniers mois, vous avez oublié le fondement de votre démarche. Donc en gros, est-ce que vous vous trompez pas d'élection, quoi? C'est ça. Je pense que vous vous trompez. Est-ce que vous ne vous trompez pas d'élection? Alors, je pense que on a un véritable problème dans notre mouvement avec l'élection présidentielle. Parce qu'elle est compliquée culturellement pour nous, parce qu'on est profondément collectif. Donc, ce que vous critiquez, je suis d'accord. Je suis mal à l'aise avec la personnification du pouvoir. Mais il se trouve que les institutions sont pour l'instant celles-là. Donc si on ne prend pas le pouvoir au centre pour changer profondément de méthode, ça ne sera pas possible parce qu'il est verrouillé de l'intérieur. Et ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Par exemple, ce que je trouve scandaleux, c'est, je le dis en tant que jeune représentant politique, c'est que les noms soient publiés pour les parrainages à l'élection présidentielle. Ça s'est toujours fait depuis que le général de Gaulle a créé la Ve République. Les parrainages, c'était, je crois que c'est plus de 30 départements et les noms anonymes. Et je trouve que c'est vrai que c'est un coup porté à la démocratie. Vous avez raison de porter cette question-là. Mais encore une fois, franchement, changer de braquet. Par exemple, il y a les élections législatives qui suivent derrière. Pourquoi, vous qui êtes un mouvement collectif, il y a 577 circonscriptions, ça,
au moment des élections législatives, on peut parler projet et pas être pas être dans une personnalité. Et ensuite, après, peut-être de préparer les élections municipales qui sont en réalité celles de 2020, la vraie échéance locale pour votre mouvement et vous peut-être. On ne changera pas de système par les municipales. On ne changera pas de système par les municipales. L'hyper-décentralisation que nous voulons est un changement de méthode profond qui ne peut être opéré que par la campagne présidentielle. Si le mouvement Les Citoyens réussit à rassembler un pourcentage conséquent, important, de citoyens qui sont décidés à devenir des citoyens et non plus des sujets, si nous réussissons ça, notre capacité à négocier ça, à imposer ça à des candidats issus du système centralisé sera énorme. Énorme. Donc, il n'est pas vrai que uniquement par des démarches locales, on peut changer le cœur d'un système centralisé. Ça n'est pas vrai. Maintenant, me faire dire que je n'ai pas l'amour profond de l'action locale, évidemment que non. Évidemment que je respecte ça, au plus haut point. Mais nous avons clairement un problème de système. Si on ne passe que par les élections locales, vous conserverez un système hors sol, déconnecté. Vous conserverez des cabinets. Je veux dire, si votre camp gagne, et vous le savez, les grands corps de l'État vont venir peupler les cabinets ministériels. Le système centralisé va rester le même et le bulletin de vote des Français ne aura servi à rien. Parce qu'en réalité, ce pouvoir de la haute administration au cœur de l'État central est colossal. C'est la vérité. Ça marche comme ça. Est-ce qu'on casse ce système qui ne fonctionne plus, qui ne marche pas? Je veux dire, laissez croire aux Français que la 1000e réforme de l'éducation décidée à Paris va changer les choses. Mais tout le monde en France sait que c'est pas vrai. Donc à un moment, est-ce qu'on change ce cœur de système? Est-ce qu'on libère les territoires? Est-ce que vous, en tant qu'élu local, on vous fait confiance, mais dans les grandes largeurs, pas au niveau actuel? Je ne vous dis pas qu'actuellement les régions ne font pas du bon boulot. Elles font du bon boulot, mais insuffisamment. La politique d'emploi est restée du ressort de l'État central. Qui peut croire sincèrement qu'une politique d'emploi pour une zone frontalière avec l'Allemagne peut être la même au milieu des Landes? C'est totalement idiot. Donc, est-ce qu'on continue avec un système qui est déconnecté, et puis qui marche pas? Ça, je suis bien d'accord avec vous. Ne marche pas. Je suis bien d'accord avec vous. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu dans une démarche comme la vôtre, parce que par mon parcours, moi, je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis. J'ai grandi dans une cité. Et moi, je veux faire changer les choses à l'intérieur de mon parti. Et je pense qu'effectivement, vous devez continuer, mais sur le local. Eh bien, si on fait un gros pourcentage, on contraindra, si c'est votre camp, on le contraindra à faire confiance au territoire. Et après, vous irez nous remercier. Et il y a beaucoup d'élus qui seront contents. Merci à tous les deux. C'est terminé. Alexandre Jardin, on peut renvoyer évidemment pour vous connaître un peu plus et savoir un petit peu plus ce que vous attendez de vos futurs électeurs. C'est Révoltons-nous. 1 + 1 + 1 égale citoyen. On l'a dit tout à l'heure. Comment on devient un vrai citoyen? Robert Laffont, donc en 7 étapes. Oui, d'abord, c'est écouter vos colères, parce que vous êtes un homme en colère, vous le faites savoir et vous dites que peut-être vous aussi, vous avez une colère à revendiquer. Donc exprimez-la avec Alexandre Jardin qui nous a fait l'amitié de venir avec nous aux Enfants de la Politique cette semaine. Merci beaucoup. Merci à Elliot Abitbol qui a réalisé d'une main de maître cette émission et à Lionel Lemierre qui l'a mise en musique. Merci à tous, merci au Huffington Post. À plus tard, ciao.